Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un point lecture, comme d'habitude, très hétérogène, des BD, des mangas et des romans. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier ouvrage dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Monarque, les corbeaux et les renards de Guillaume Plassans et Rome Montalban, publié chez les éditions Helvétique, qui est une reprise de la célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le corbeau et le renard. Reprise n'est pas le mot tout à fait adéquat puisqu'on est bien plus ici dans la suite, dans qu'est-ce qu'il peut se passer après que finalement ce corbeau soit vexé par l'action du renard et ait perdu son fromage. Et on va donc suivre les positions, les points de vue, les enjeux politiques un petit peu de ces différentes espèces qui donc se positionnent l'une face à l'autre, avec donc le lion qui siège entre eux tel le monarque qu'il est et qui doit donc rendre sa justice plus ou moins, ou tout du moins essayer d'incarner une forme de parité, je dirais. C'est une BD bien plus sombre que la fable initiale de Jean de La Fontaine, bien évidemment. La forme reste extrêmement classique puisque nous sommes sur le mode de l'alexandrin. C'est quelque chose qui est scrupuleusement respecté du début à la fin de la BD. C'est assez impressionnant de voir à quel point les auteurs parviennent à construire des rimes riches, fortes, puissantes, qui pourraient s'apparenter presque au registre du théâtre. Puisque je trouve que l'hommage qui est rendu à Jean de La Fontaine est bien évidemment respecté, mais qu'on a aussi quelque chose de très racinien dans ce texte-là, avec cet enjeu d'une guerre qui arrive, qui se prépare, qui repose sur des antécédents qui sont bien plus complexes que ce qui peut se dérouler dans la fable du corbeau et du renard. Bref, c'est un récit qui est très riche, tant par les illustrations qu'il propose que par la construction narrative. Je trouve que tout est bien mené, bien construit, qu'il y a une véritable réflexion derrière la construction de ce texte. Ce n'est pas un énième ouvrage qui va consister à vulgariser un classique afin de le rendre accessible aux plus jeunes. Pas du tout, même bien que la démarche soit tout à fait louable. Ici on est vraiment en face pour moi d'un hommage à ces textes que nous connaissons tous, et la façon dont les choses sont une fois de plus construites par les deux auteurs est tout à fait, je trouve, digne pour un texte contemporain d'incarner cette idée d'hommage. Je vous montre donc les illustrations qui sont très sombres, comme vous pouvez le voir, avec des touches de couleurs qui finalement sont unique. On a seulement donc du noir, du blanc et une couleur choisie par les auteurs selon les différents moments, les différentes étapes de la narration de l'histoire. Et vraiment je trouve que c'est un très très bel objet. Encore une fois, on a ce respect du texte classique, on a des rimes croisées, embrassées, suivies, on vient véritablement piocher dans tout le patrimoine de la rédaction de la pièce de théâtre classique, je dirais, mais aussi dans la forme donc de la fable, de la poésie. On sent l'érudition qu'il y a derrière cet ouvrage puisque sa construction ne peut pas reposer sur du néant, mais bien sur des lectures diverses, multiples, afin de, je dirais, mimer, reproduire un style extrêmement rigoureux et codifié. Je trouve personnellement que c'est un franc succès et je vous invite à découvrir cette BD qui est donc publiée chez une maison d'édition dont j'entends assez peu parler sur les réseaux malheureusement, mais qui propose de jolies pépites. Je continue dans les graphiques avec Hideout, qui est donc un one-shot publié chez les éditions Kyun. C'est de Masazumi Kashisaki et il s'agit d'un manga que je rangerai plus dans le genre horrifique. Ensuite ici Seishi Kirishiwa, qui est un écrivain qui souffre grandement d'une situation complexe qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture et que je ne peux malheureusement pas vous dévoiler. Sachez simplement on le suit dans une vie de couple qui est sur le déclin, qui est vraiment terminée. Il est considéré comme le plus gros loser, le mari indigne, égoïste, qui n'a pas su apporter la prospérité à sa famille, et il n'en peut plus de ce poids finalement sociétal et familial, et décide ce soir-là de prendre sa femme avec lui, de le prétendre essayer de recoller un petit peu les morceaux et de l'emmener en forêt afin de la tuer. Il cache son jeu jusqu'à descendre de la voiture en compagnie de son épouse, tenter de l'assassiner, elle s'enfuit et lorsqu'elle s'enfuit, lui va être amené donc à s'aventurer plus en profondeur dans la forêt et plus particulièrement à s'insérer dans une espèce d'orifice à même le sol dans lequel il va trouver un monde absolument d'une noirceur indéfinissable. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'aurais véritablement peur de vous dévoiler trop de cette histoire, parce que je trouve que même si c'est un tome unique, c'est tout de même un récit. Alors c'est un récit à chute, je le vois bien plus comme une nouvelle si vous voulez, tant dans sa présentation que dans sa construction,
puisque donc certes ça respecte cette forme de la brièveté, mais on a également donc cette idée de chute de la nouvelle horrifique en fin de récit. La psychologie des personnages est très intéressante, on déteste l'épouse de cet écrivain, on déteste également cet écrivain, on déteste un petit peu tout le monde finalement, en même temps qu'on se met, je pense, à la place de chacun, même si ce n'est absolument pas un récit qui force l'empathie, on est sur quelque chose de bien plus graphique, et on a cette interrogation sous-jacente qu'on retrouve très souvent dans les textes qui abordent donc l'idée du meurtre, de l'assassinat d'une personne qui nous est chère, à savoir quelle est la frontière entre être un être humain, un homme, une femme, ou être un monstre. On a vraiment cette question-là, encore une fois, qui, je pense, fondamentale, déterminante et qui sous-tend une bonne partie de l'histoire de la littérature. En ce qui concerne les illustrations, je vais juste vous dévoiler les planches initiales. Donc nous sommes sur les premières pages de l'œuvre. Je ne vous montre pas toute la dimension plus sombre qui domine très largement le récit, puisque je dirais que sur les 3-4 premières planches, premières pages, vous avez encore, je dirais, un petit peu de lumière, et qu'ensuite tout s'éteint définitivement jusqu'à la fin de l'œuvre, et même je dirais que petit à petit on descend dans la noirceur, dans les tréfonds de l'âme humaine. Mais vraiment c'est un texte qui m'a beaucoup plu et que je vous invite à découvrir, puisqu'encore une fois vous ne prenez pas énormément de risques, c'est un one shot. Si vous aimez les dimensions horrifiques, je pense que vous serez satisfait, et si vous aimez les textes aussi un peu plus profonds d'un point de vue psychologique, il cochera également la case. Le dernier avis dont je vous parle, il s'agit de Magma de Nicolas Bastide, publié chez les éditions Glénat. C'est un ouvrage vraiment très beau, avec des graphismes qui, à mon sens, sont magnifiques. Je vous laisse voir un petit peu le travail de l'auteur. Je ne voudrais pas vous révéler trop d'éléments le concernant, donc je ne vous montrerai pas les dernières planches qui constituent cette BD, mais ce sont parmi mes favorites au sein de l'ouvrage. On est ici dans un 19e siècle romantisé. Je reprends ici les mots de la maison d'édition parce que je trouve qu'il est très complexe de résumer cette BD. J'espère que vous m'excuserez pour ce manque de créativité. Donc Aziel et sa compagne Marie vivent sur une petite île volcanique assez reculée et mystérieuse. Marie tient une boutique d'antiquités au sein de cette île, et je dirais que la communauté qui y réside est extrêmement soudée, que tout le monde se connaît et que nécessairement chacun est au courant des affaires de tous. Un jour, Marie va s'effondrer, tomber dans les pommes, et un rapprochement va être opéré entre ce fameux malaise et le cas un petit peu surprenant, particulier et inquiétant de Sarah, donc une jeune fille qui s'était également, qui avait eu une espèce de vision et qui avait vu sa santé décliner. Donc Sarah, on sait qu'elle a disparu puisque Aziel va tenter de secourir sa femme. Aucun médecin ne veut se rendre sur l'île qui est prétendument hantée, donc il se retrouve seul et sans moyen de véritablement pouvoir assister Marie. Donc les parents de Sarah vont tenter de le secourir en lui proposant de consulter le journal de leur fille qui a donc disparu. J'ai l'impression que je me répète. Et on va avoir cette idée finalement que Marie est coincée dans un entre-deux-mondes. C'est en cela que ce récit se revendique et se place comme une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice. Puisque Aziel va donc tenter de récupérer son épouse, tandis qu'elle erre finalement dans ce qu'on pourrait, je pense, comparer au limbe. Il y a vraiment un aspect métaphorique dans cette BD, donc si vous aimez les choses qui se tiennent, qui sont incroyablement carrés et qui sont explicites tout simplement, je pense que il ne faut pas aller vers Magma qui est beaucoup plus nébuleux, je dirais. Alors nébuleux, c'est tout à la fois positif et négatif, puisque bien évidemment que pour reprendre, je dirais, le mythe d'Orphée et Eurydice, il faut garder, je dirais, ces aspects un petit peu magiques qui peuvent sous-tendre la totalité du mythe. Et voilà, ce qui est plus négatif pour moi, c'est que ne serait-ce que vous exposer l'histoire en tant que telle, c'est d'une complexité assez rare. Je pense que c'est bien plus une expérience de lecture que une histoire à détailler de façon minutieuse lorsqu'on le chronique. Et clairement, c'est plus, voilà, je vais plus vous parler de l'expérience de la découverte de Magma. Donc on est dans quelque chose de très sombre déjà, avec des illustrations qui se permettent des choses qui sont assez audacieuses. On a vraiment encore une fois cette romantisation du 19e siècle, donc on a des illustrations qui portent bien, je trouve, cette espèce de fantasme autour de cette époque-là. On a des planches absolument somptueuses puisque l'histoire se déroule à flanc de volcan, donc on a des images d'éruptions volcaniques qui sont absolument somptueuses et qui comblent mon petit cœur de jeune fille qui voulait être volcanologue quand elle était enfant. Donc évidemment qu'un bon nombre de cases
sont cochées, mais je préfère vous prévenir si vous êtes un lecteur qui a besoin de rationalité absolue dans ses lectures, Magma ne sera pas fait pour vous. Je trouve ça très bien cependant qu'on offre la chance à de jeunes artistes, puisqu'il me semble que c'est la première BD de Nicolas Bastide, d'exposer leur talent d'une part, mais aussi de proposer des choses qui sont novatrices, parce qu'en l'occurrence Magma l'est. Je vous montre encore un petit peu les illustrations, bien que je me tienne un petit peu à distance pour ne pas vous spoiler. Ensuite, je vous parle du Café des Au revoir, qui est alors attendez, il faut que je regarde. Le 4e tome de Tant que le café est encore chaud, qui est un ouvrage de Tojigazu Kawaguchi, publié chez les éditions Albin Michel. Donc c'est cette fameuse saga japonaise que vous trouvez absolument partout et qui m'a beaucoup surprise parce que je ne lis jamais de feel good japonais. C'est vraiment ma découverte avec le genre et je dois reconnaître que je n'en suis pas vraiment adepte. Dans une petite ruelle de Tokyo, on trouve donc Funiculi Funicula, qui est un établissement aux propriétés somme toute assez particulières, puisqu'il vous propose de remonter dans le temps pour revivre un moment passé. Mais bien évidemment, ce retour dans le temps va exiger un certain nombre de règles pour ne pas altérer le présent. Donc on est sur cette fameuse histoire, je dirais, qui est sous-tendue et qui se comprend à l'aune de l'effet papillon. Je n'ai personnellement pas lu les premiers tomes, je pense que ce n'est pas absolument nécessaire, puisque de toute façon l'auteur vous réexpose les fameuses règles que doivent respecter les usagers de cet établissement en début j'allais dire de chapitre, mais en tout cas de petites histoires concernant les protagonistes qui nous intéressent au moment T de l'ouvrage. Pardon pour mon manque de clarté. Donc je ne dirais que vous ne serez pas dépaysé ou perdu si vous n'avez pas lu les tomes précédents. En revanche, justement, je trouve ce côté un petit peu problématique. J'imagine qu'un lecteur aguerri de cette œuvre, qui a donc commencé par le tome 1, peut être un petit peu dérangé par cette exposition, réexposition, surexposition des règles d'une part qui régissent l'établissement, mais aussi de cette question qui se veut un petit peu métaphysique, mais qui est un petit peu forcée, je trouve, dans le récit, encore une fois, de l'effet papillon. Bref, en dehors de cela, dans ce tome, et j'ignore si c'est le cas dans les tomes précédents, on va se focaliser sur la dimension du retour dans le passé, qui permet de dire soit au revoir aux êtres chers, soit de leur communiquer notre regret concernant une action, un choix qu'on a pu faire. C'est un scénario qui tient véritablement sur un petit bout de papier. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien exposé ou que ça n'explore pas bien ces thématiques-là. J'ai pas vraiment d'opinion sur la question parce que je ne suis pas une consommatrice de ce genre-là et que ce n'est absolument pas quelque chose qui me fait envie. J'étais paradoxalement curieuse de découvrir cette saga parce que c'est vrai qu'elle est mise en lumière en librairie en permanence depuis quelques années, mais malheureusement je ne pense pas être le lectorat cible. Je préfère m'orienter vers d'autres branches de la littérature japonaise qui me sont beaucoup plus accessibles, compréhensibles et qui me sont beaucoup plus chères aussi. Ici j'ai l'impression qu'on reste en surface et que finalement on n'explore pas vraiment et pas beaucoup la culture japonaise, donc ça pourrait très bien être un roman à mon sens feel good français, occidental, européen. Loin de moi l'idée de juger les personnes qui peuvent vraiment apprécier ce type de production littéraire, mais encore une fois je ne suis pas le public cible, donc je vais m'abstenir de développer plus en avant mes propos concernant ce titre-là, puisque encore une fois tout ce que je vais pouvoir vous dire c'est que les thématiques ne me touchent pas, je ne trouve pas la plume particulièrement attrayante non plus, je n'ai pas encore une fois cette espèce de pied au Japon comme j'aime l'avoir quand je consomme, quand je découvre, quand je m'enrichis de la littérature japonaise. Donc pour toutes ces raisons, je laisse tomber pour cette saga. Je poursuis avec Prime Time de Maxime Chatham, qui est également paru récemment chez les éditions Albin Michel, qui est un thriller qui là aussi a un scénario qui tient sur un bout de papier, puisque on va suivre donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va suivre une jeune femme qui travaille pour une émission télé, plus particulièrement pour un journal, donc un quotidien qui est présenté tous les jours à la même heure par un homme nommé Paul, donc présentateur vedette de l'émission. Sauf qu'un jour à 20h, Paul va être pris en otage par un homme qui va arriver sur le plateau, pointer une arme sur sa tempe et petit à petit donc exposer les motivations et les raisons qui font qu'il peut à ce moment-là avoir des revendications assez particulières, que ce soit vis-à-vis de la chaîne, vis-à-vis de l'homme plus généralement. Alors on a des choses qui sont tout à fait banales, je pense au début de l'ouvrage où par exemple on nous expose que l'une des premières requêtes de ce criminel, c'est bien évidemment l'argent.
Et petit à petit, plus on va avancer dans l'intrigue, plus on va comprendre qu'il y a des choses, des enjeux qui sont, je dirais, un petit peu plus complexes, en sachant que, et c'est d'ailleurs une chose que j'ai trouvée assez surprenante et assez... Enfin, qui ne m'a pas beaucoup plu, la première requête donc de ce criminel, donc ça va être une somme d'argent, il me semble que c'est 50 000 €, et accompagné de cette demande de rançon, il y a donc une lettre qui va exposer donc tous les enjeux écologiques de la période actuelle et dénoncer les comportements des gouvernements. Et alors c'est fait d'une façon... Ce qui est drôle, c'est que les protagonistes rebondissent sur ce message qui est donc lu par le présentateur télé, puisque le ravisseur, donc, enfin le ravisseur, c'est pas un ravisseur, le criminel donc a toujours son arme pointée sur la tempe du présentateur et le force donc à lire ses requêtes et revendications au micro pour que tout le monde puisse l'entendre. Donc il y a une dimension, je dirais, idéologique à ce moment-là. Cette dimension idéologique, elle est vraiment maladroite, je trouve, dans la façon dont elle est amenée. Et alors cette maladresse va être doublée du fait que toutes les personnes qui travaillent en régie ou au son, à la caméra, etc., vont trouver que le message est écrit, qu'il est finalement assez complexe, je dirais, alors que c'est d'une banalité affligeante. Voilà, donc ça c'était un petit peu dérangeant. Ça m'a sorti du récit, j'ai failli arrêter ma lecture à ce moment-là, mais j'ai tenu bon et j'ai continué, en sachant que c'est très difficile pour moi de m'avancer dans une telle lecture puisqu'on a l'apparition donc du GIGN, et à partir du moment où il y a, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment une aversion profonde, à partir du moment où il y a l'apparition des forces de l'ordre dans un récit, si ce n'est pas fait d'une manière extrêmement cohérente, structurée et qui apporte quelque chose, je me sens complètement à côté de ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression de regarder les informations et je suis très mal à l'aise. D'autant que ici on suit un négociateur aussi qui a une personnalité assez complexe, tout du moins on en a l'impression, mais plus le temps passe, plus on sent que la complexité repose uniquement sur le fait qu'il est en train donc de vivre un divorce et que potentiellement il ne pourra pas voir son enfant. Donc je trouve que ce n'est pas tout à fait juste de parler d'un récit psychologique, c'est quelque chose qui est mentionné en 4e avec lequel je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas à proprement parler de psychologie des personnages, on parle simplement d'états de fait, de situations qui ont fait que bien évidemment leur psychisme, leur psyché a évolué, mais comme nous n'avons aucune idée de leur point de départ et de ce à quoi ils peuvent ressembler avant l'altération, je dirais, de phénomènes traumatiques ou d'une chose qui les blesse profondément, nous ne développons pas d'affect envers les personnages. Donc j'ai eu aucune empathie pour aucun personnage dans ce texte. J'ai d'ailleurs arrêté ma lecture en cours de route, non pas, et je suis persuadée que ça plaira, qu'il y a un lectorat tout à fait désigné pour ce type d'œuvre, mais en ce qui me concerne, je préfère 1000 fois lire un roman horrifique qui ne fait pas dans la dentelle, qui n'est pas plein de fioritures et qui certes n'a pas une langue extrêmement sophistiquée. D'ailleurs ce texte-là ne propose pas une langue extrêmement sophistiquée non plus. Mais j'y trouve mon compte parce qu'il y a une espèce de satisfaction à découvrir certaines formes de schémas horrifiques que j'aime bien retrouver, qui sont sécurisants pour moi paradoxalement, même si voilà, je comprends qu'on puisse trouver ça un petit peu tiré par les cheveux, qu'on puisse être rassuré par des livres horrifiques, mais c'est le cas. À partir du moment où vous fréquentez couramment un schéma, je pense que vous rentrez dans une zone de confort, quel que soit le contenu que vous consommez, que vous découvrez. Pour ma part, le thriller et le policier, c'est hors de ma zone de confort, mais alors complètement à des années-lumière. Donc disons que tous les points noirs que je ne verrai pas dans une œuvre horrifique, je les vois clignotants, très très gênants, ça m'obstrue la vue. Voilà, donc je ne peux pas poursuivre ma lecture. Donc nécessairement, je n'ai pas eu envie de poursuivre ce titre, et pourtant on est dans un huis clos, il y a cette espèce de course contre la montre parce qu'on sait que le direct ne peut pas être coupé, donc forcément il va y avoir des choses qui vont rentrer en compte et qui vont faire qu'on est dans quelque chose d'effréné malgré le fait que tout le monde reste statique. Bref, encore une fois, Maxime Chatham avec moi, visiblement ça ne fonctionne pas trop. J'avais bien aimé Le Signal, j'avais bien aimé Insecte, qui pourtant vraiment était un thriller, et je trouve qu'il n'exploitait pas du tout la dimension insecte, d'ailleurs, qui était sous-entendue par le titre, au même titre que Le Signal n'exploitait pas une dimension que j'aimais beaucoup, qui était la dimension proche un petit peu de Shining. Après, ce sont des choix que fait Maxime Chatham. Je pense que ce n'est pas pour rien que ces ouvrages se vendent, c'est qu'ils sont certes divertissants, je ne vais pas dire le contraire, mais encore une fois, je ne suis pas le public cible. Je sais très bien que le thriller et le polar font partie des genres littéraires qui se vendent le plus encore aujourd'hui, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas mon registre de prédilection.
Et même si je suis contente de réitérer l'expérience assez ponctuellement pour m'assurer du fait que ce genre n'est pas fait pour moi, mais aussi pour ne pas rester finalement dans une espèce d'opinion figée concernant le genre, mais malheureusement, encore une fois, je fais exactement la même expérience que d'habitude. Je vais donc passer à la suite avec Comment écrire de Pierre Azouline, et j'espère que ça ira parce que, bon, comme vous pouvez le voir, la couverture est extrêmement brillante. Donc ici, on va être dans quelque chose de... C'est un ouvrage... Je dirais pas que c'est un essai, c'est un regroupement de paroles, de conseils, de petites citations d'auteurs qui vont parler de l'écriture et de la production littéraire plus largement. Donc c'est un ouvrage qui là aussi vise un public très particulier, puisque ne vous attendez absolument pas à trouver une forme romanesque ici. On a des présentations chapitrées de thématiques qui vont être par exemple des choses aussi précises que le plan, la narration, le genre littéraire, qu'est-ce qu'on va avoir encore? Je ne me souviens plus. Le titre, la construction d'un titre pour l'œuvre et le travail de la description. Donc voilà, on va avoir une dizaine de chapitres approximativement qui vont venir donner, placer, poser l'opinion de multiples auteurs aux talents reconnus ou moins connus pour certains, et d'ailleurs c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée dans l'œuvre. Et on va nous exposer tout à la fois leur routine d'écriture, comment ils perçoivent l'exercice, parfois stylistique, parfois d'imagination, que représente la construction romanesque, je le précise, puisqu'ici il est véritablement question de la création d'un roman ou d'une nouvelle. C'est un livre extrêmement inspirant si vous êtes amené, que vous vous sentez porté, poussé vers, je dirais, n'importe quelle forme de création artistique, mais je pense que majoritairement, et c'est évident, si vous êtes porté vers l'écriture, ce texte va vous parler, vous murmurer des choses, il va faire mûrir aussi, je pense, un certain nombre de réflexions et vous amener à concevoir peut-être cet exercice différemment. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans cette course absolue à l'édition. Il y a un chapitre notamment qui est consacré à cette question de la légitimité à publier aussi, et c'est une chose que j'ai appréciée dans ce texte, c'est qu'il y a une érudition qui est certaine, il y a un travail de recherche méticuleux qui est opéré par Pierre Azouline, mais en plus de ça, et c'est une chose on ne voit plus aujourd'hui, il y a cette volonté, cette envie de mettre en lumière, de parler, d'aborder des auteurs qui ont véritablement marqué l'histoire de la littérature. Donc il y a, même si ce n'est pas dit de façon explicite, cette espèce de hiérarchisation, je dirais, des auteurs. Et même si je suis complètement pour le fait que tout le monde lise ce qu'il veut, je pense qu'on oublie trop facilement le fait que la littérature classique est véritablement porteuse de choses très importantes, très constructives, et qu'elles ont à minima, si on ne veut pas reconnaître leur impact sur le monde actuel, influencé le monde à leur époque. Aujourd'hui, on a cette vision de la littérature comme de la consommation rapide, comme vraiment, pour moi, c'est de la fast littérature. On a ce besoin d'acheter finalement des titres qui se lisent très rapidement parce que finalement ils se ressemblent tous. Nous ne sommes pas forcément à la recherche de titres qui font réfléchir, et non pas que là pour le coup personnellement je ne poserai pas de jugement de valeur sur cette question là, mais je trouve que ce texte réinterroge véritablement la production littéraire et à savoir qu'est-ce qu'on peut qualifier de littérature. Ça c'est super intéressant je trouve, même si ce n'est pas je pense le message initial voulu par l'auteur. Il y a vraiment ce questionnement qui arrive si vous vivez dans le monde actuel et que vous êtes un gros lecteur. Question de savoir comment on consomme la littérature, qu'est-ce qui est publié, pourquoi, et finalement pour quelle durée, je dirais, de vie, pour quel impact sur la vie des autres, et pour quelle finalité tout simplement. Je pense que c'est une thématique qui pourrait être abordée en long, en large et en travers, donc je ne vais pas déborder plus que ça sur un temps d'avis lecture qui est déjà assez conséquent, mais je pense que cet ouvrage, je reviendrai dessus en vlog parce que j'aimerais bien aborder cette thématique là de la littérature actuelle, de la production littéraire actuelle plutôt, bien plus que de la littérature. Et je trouve que c'est intéressant de le faire donc à l'aune de la vision qu'avaient les grands auteurs de la littérature à leur époque. Bref, j'espère que ce n'était pas trop confus.
C'est tout pour ce titre-là que j'ai beaucoup aimé, comme vous l'avez compris, et que je vous recommande grandement si vous êtes curieux d'un ouvrage, encore une fois, qui a une forme assez spécifique, assez surprenante, puisque vous avez donc les brouillons des auteurs, vous avez également leur bureau, vous avez beaucoup de choses qui sont proposées. Ici, vous avez encore une fois les annotations qui sont proposées, donc vous avez notamment beaucoup de brouillons de Zola, ce qui est normal, puisque c'est ceux qu'on a retrouvés, enfin, c'est ceux qu'on pratique souvent puisqu'ils sont très complets et très complexes. Bref, c'est une mine d'informations et je trouve que le travail réalisé ici est très qualitatif. Je trouve ça super aussi de voir ça édité chez Albin Michel, donc avec une distribution qui est large, parce qu'encore une fois c'est une thématique qu'on oublie trop souvent et que voilà, ça fait un petit rappel à l'ordre. J'en ai terminé pour cet avis lecture, j'espère qu'il vous a plu, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces titres, vous n'hésitez pas à me donner vos opinions en commentaire. Si certains également ont piqué votre curiosité, je serais curieuse de le savoir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.